Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler de la directive sur les actions représentatives. On évoquera également la présomption d'abandon de poste. Et enfin, comment implanter une entreprise étrangère en France. On débute tout de suite ce Lex Inside avec Erwan Poisson, associé au sein du cabinet Allen & Overy, pour parler de la directive sur les actions représentatives. Erwan, bonjour. Bonjour Arnaud. Quel est l'objectif de cette directive sur les actions représentatives? Alors, l'objectif de la directive, c'est de mettre fin à une situation finalement d'éparpillement au sein de l'Union européenne. Parce que, alors les actions représentatives, je rappelle ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des actions qui vont être intentées, par exemple, par une association de consommateurs en cas de manquement qui aurait causé des préjudices à des consommateurs. Et c'est donc l'association qui va intenter l'action en justice contre le professionnel pour obtenir, par exemple, une indemnisation qui bénéficiera aux consommateurs in fine. Mais les consommateurs ne sont pas partis à la procédure, ils bénéficient de l'indemnisation au bout du compte. Et donc, ce type de mécanisme-là existait dans un certain nombre d'États membres. On a ça en France depuis 2014, ce sont les actions de groupe. Mais dans à peu près la moitié des États membres, il n'y avait pas de mécanisme de recours collectif. Au Luxembourg, dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Et donc, la Commission, à un moment, est intervenue, estimant qu'il fallait essayer de résoudre ce qui pouvait paraître comme une défaveur pour certains consommateurs selon leur pays de résidence. Quels sont les apports de cette directive? Alors, la directive, en fait, elle oblige les États membres à prévoir à minima un type de recours comme ça, recours collectif. Elle vise en fait dans une annexe un certain nombre de domaines très larges de réglementation communautaire en matière de santé, de transport, de services financiers, de protection des données personnelles. Et dans ces domaines-là, chacun des États va devoir désigner des entités qualifiées. Alors c'est un terme un peu technique. Ça veut dire quoi? C'est des associations de consommateurs ou des organismes publics, par exemple. Ce sont les entités qui auront le droit d'intenter des actions de groupe ou des actions représentatives. Et elles auront le droit de le faire donc contre des professionnels pour obtenir soit la cessation d'un manquement, soit la réparation d'un manquement, une indemnisation. Hein, la réparation peut consister en une indemnisation de tout type de préjudice. Ça, c'est important. La directive apporte ça. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de cadre juridique à minima. On parle d'une directive, pas d'un règlement. Et ce qu'apporte la directive, et ce qui va être aussi nouveau en France, c'est qu'elle permet les actions transfrontières. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple aujourd'hui de l'action de groupe consommateur, loi Hamon, hein, qui est assez connue en France, seules 16 associations de consommateurs peuvent intenter cette action de groupe en France. C'est assez restrictif. C'est très restrictif parce qu'il faut que ce soit des associations agréées et représentatives au niveau national. Demain, non seulement ce critère va devoir être très élargi, hein, toute association de plus de 2 ans, par exemple, si on regarde la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, aura le droit de le faire, mais une association allemande aura le droit aussi de commencer, par exemple, une action de groupe en France. Donc là, vous avez une sorte de décloisonnement, si vous voulez, qui a été voulu dans le cadre de cette directive. Donc décloisonnement, mais est-ce qu'il va y avoir des secteurs plus impactés que d'autres? Alors, quand vous regardez la liste des matières mentionnées dans la directive, elles sont très larges, comme je l'ai dit. Hein. Ça va de la santé aux données personnelles, au transport, au tourisme. Est-ce que certains secteurs vont être plus concernés? Alors, certains le sont déjà, si on prend l'exemple de la France. Hein, on a des actions de groupe qui ont été intentées, environ un peu plus d'une trentaine aujourd'hui, depuis 2014, dans différents secteurs. On peut s'attendre, à mon sens, à ce que le secteur de la tech soit particulièrement concerné, parce qu'il va y avoir une sorte de libéralisation du régime des actions de groupe, parce qu'il va y avoir ces actions transfrontières, mais aussi parce que, comme vous le savez, le secteur de la tech, il fait aujourd'hui l'objet de réglementations sectorielles au niveau communautaire, le DSA, le DMA. On parle beaucoup aujourd'hui de la réglementation de l'intelligence artificielle qui est en cours d'élaboration. Donc tout cela crée des obligations supplémentaires de fonds envers les acteurs de la tech et notamment les GAFAM, on le sait. Or, quand ces différentes réglementations sont adoptées, et on l'a vu pour le DSA et pour le DMA, elles viennent modifier la directive action de groupe, c'est-à-dire qu'elles viennent modifier l'annexe de l'action de groupe concernant le champ d'application de la directive. Alors, modification de l'action de groupe, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un rebond de l'action de groupe? Alors, on va avoir, je pense, un certain nombre d'augmentations d'actions de groupe, effectivement, parce que la directive permet, encore une fois, à plus de personnes, plus d'associations d'en intenter, dans des domaines larges, pour tout préjudice. Donc oui, on en aura. Pour autant, je pense que ça ne deviendra jamais ce qu'on voit aux États-Unis. Hein. Vous savez, les class actions aux États-Unis, c'est un trait particulier du système judiciaire américain.
En France, ça restera toujours relativement limité, en tout cas plus limité que ce qu'on voit dans les pays d'Amérique du Nord, parce qu'on a des garde-fous. Par exemple, aux États-Unis, vous savez que ce sont les avocats eux-mêmes qui peuvent lancer des actions de groupe. En Europe et en France en particulier, on a toujours estimé qu'il fallait quand même cadrer les demandeurs. Avec ce nouveau contexte introduit par la directive, comment les entreprises doivent-elles s'adapter ? Alors, elles doivent déjà prendre conscience alors je dirais pas de la gravité, mais du fait qu'une action de groupe, si on parle de la France, c'est sérieux. Sérieux parce qu'on ne l'a pas encore vu en pratique aujourd'hui, mais si vous êtes condamné dans une action de groupe demain, ça peut se traduire par des mesures de publicité à la radio, à la télévision, pour que le groupe de consommateurs puisse se constituer, pour que les consommateurs se manifestent. Donc on comprend en termes d'image. En termes de réputation, ça peut être extrêmement lourd. Encore une fois, on ne l'a pas vu aujourd'hui encore, mais ça se produira bien un jour. Par ailleurs, je souhaite préciser que dans la proposition de loi de transposition qui a été votée par l'Assemblée nationale en mars, il est aussi question d'une sanction civile qui pourrait monter jusqu'à 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Ça ressemble un peu aux autorités de régulation, vous savez, s'il est démontré que l'entreprise a effectué un manquement délibéré à ses obligations. Donc, vous voyez que c'est quand même assez lourd. Que peuvent faire les entreprises concrètement ? Je crois que le terme clé, c'est proactif. Il faut évidemment vérifier qu'on est en conformité avec la loi et les règlements. Ça évite des actions de ce type. Il faut travailler avec toutes les parties prenantes, son service juridique, son service conformité, son DPO pour la protection des données personnelles, ses avocats. Porter une attention particulière à ses conditions générales, à ses brochures commerciales, à sa politique de protection des données personnelles ou de protection de la vie privée, parce que tout ça peut être à l'origine d'actions de groupe. Et quand, évidemment aussi, essayer d'avoir les meilleures relations possibles avec son régulateur, parce qu'on voit beaucoup d'actions de groupe en France qui découlent d'une condamnation par une autorité de régulation, par exemple l'autorité des marchés financiers. Et puis quand on a identifié un manquement, ça arrive, ne pas hésiter à avoir recours à des médiations, à des modes alternatifs pour essayer de solder le problème. On a des clients aussi parfois qui peuvent décider de faire des gestes commerciaux, des remboursements anticipés en ayant constaté par exemple qu'ils ont prélevé une somme trop importante. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là, encore une fois, être proactif pour solder le problème et éviter coûte que coûte de se retrouver derrière, embarqué, si je peux le dire, dans une action qui pourrait avoir, comme vous l'avez dit, des conséquences assez lourdes, ne serait-ce que sur le terrain de la réputation. On va terminer sur ces conseils. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud de m'avoir accueilli. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit l'émission Lex Inside et on va parler de la présomption d'abandon de poste avec Marion Ayadi, associée fondatrice de Raphaël Avocat. Marion, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la présomption d'abandon de poste ? Alors en fait, c'est un nouveau mode de rupture du contrat de travail. Auparavant, en fait, quand un salarié abandonnait son poste et donc arrêtait de venir travailler, l'employeur était obligé de le mettre en demeure de reprendre son poste. Et puis quand il constatait qu'il ne revenait pas, il était obligé d'enclencher une procédure de licenciement. Un licenciement qui était un licenciement disciplinaire pour faute. Et puis, le législateur a voulu changer cette situation qui est quand même assez répandue, avec des comportements qu'on voit se reproduire. Souvent, un salarié demande à son employeur une rupture conventionnelle, l'employeur refuse, et puis le salarié disparaît des radars. Et finalement, il contraint son employeur à le licencier. Alors, ça coûte cher à l'assurance chômage, et le législateur a voulu modifier la législation sur ce point et a donc créé une présomption de démission pour les salariés qui abandonnent leur poste. Concrètement, comment l'employeur constate-t-il l'abandon de poste ? Alors l'employeur, quand il voit que son salarié n'est pas venu travailler, alors, il attend un délai réglementaire de 48 heures. En fait, il lui laisse le temps éventuellement d'envoyer un arrêt maladie, de justifier de sa situation. Et puis, au bout de ce délai, il va lui envoyer une mise en demeure. Une mise en demeure, alors, le texte dit soit par lettre recommandée, soit remis en main propre, mais en fait, si le salarié, vous ne l'avez pas sous la main, il est difficile de lui remettre en main propre. Donc, en réalité, le recommandé s'impose. Donc, vous lui adressez une lettre recommandée dans laquelle vous le mettez en demeure de 1. Justifier de son absence, 2. De reprendre son poste. Vous lui donnez un délai pour le faire. Ce délai est d'au moins 15 jours calendaires, mais il peut être
d'un peu plus, c'est à l'employeur de le fixer. Et en fait, vous lui expliquez que passé ce délai, s'il n'a pas repris son poste, s'il n'a pas justifié de son absence, il sera présumé démissionnaire. Et donc, finalement, la rupture du contrat sera consommée. Que pensez-vous de ce dispositif ? C'est un dispositif qui, je pense, était nécessaire pour pouvoir mettre fin à ce type de comportement, parce que finalement, par exemple, sur 6 mois en 2022, ne serait-ce que le premier semestre, 71% des licenciements pour faute grave étaient liés à des abandons de poste. C'est considérable. C'est énorme. Et donc, en réalité, ça coûte très cher à l'assurance chômage, c'est des centaines de millions d'euros. Et on sait qu'on recherche à faire des économies et on cherche en fait un système qui soit plus juste et responsabilisant. Donc, c'est un dispositif qui, à mon avis, était nécessaire. Maintenant, c'est un dispositif qui pose encore pas mal de questions. Quel type de questions ? Eh bien, d'abord, est-ce que ça s'adresse à tous les salariés ? Alors, déjà, on sait que ce sont que les CDI, pas les CDD. Pas les salariés en période d'essai, parce que quand ils arrêtent de venir en période d'essai, on rompt la période d'essai par cette procédure spécifique. Les salariés protégés, un représentant du personnel, est-ce qu'on prend le risque, s'il arrête de venir, de présumer une démission, alors qu'en principe, vous ne pouvez rompre qu'avec l'autorisation de l'inspection du travail ? C'est très risqué. Donc voilà, il y a encore des questions qui se posent, et la question qui est, est-ce qu'on peut continuer néanmoins à licencier un salarié qui ne se présente plus? La question s'est posée parce qu'en fait, le ministère avait d'abord édicté un question-réponse qui disait à partir de maintenant, le licenciement, c'est terminé pour les abandons de poste. Et puis, ça a créé une polémique parce qu'en fait, on imposait un mode de rupture à l'employeur. Et le ministère a retiré son question-réponse, a dit qu'il allait en éditer un autre qu'on attend. Donc, on attend de la jurisprudence sur le sujet ? On attend évidemment de la jurisprudence sur la possibilité pour l'employeur quand même de licencier, sur que fait-on face à un salarié qui ne reprend pas son poste, mais envoie un justificatif qu'on va estimer finalement pas vraiment valable, ou un salarié qui reprend son poste, mais sans justifier. Est-ce qu'on peut quand même aller sur la présomption de démission ? À mon avis, c'est risqué. Je pense qu'il faut être prudent et qu'il faut aller sur ce dispositif qui est utile, mais seulement si on n'a aucune nouvelle du salarié. On va conclure sur ce conseil. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit ce Lex Inside. Comment implanter une entreprise étrangère en France? On en parle tout de suite avec Alexia Germont, associée au sein du cabinet Ava & Associés. Alexia Germont, bonjour. Bonjour. La France est le leader européen des investissements étrangers. Comment l'expliquez-vous? Alors, d'abord, quelques chiffres quand même pour recadrer un petit peu. On a tendance en général à s'appuyer sur les chiffres qui sont publiés par Business France et les derniers qui sont disponibles sont ceux de 2022. En France, on a eu en 2022 donc 1725 décisions d'investissement, ce qui correspond, là c'est déjà un peu plus flou, il peut y avoir des batailles de chiffres, à peu près à 58 000 emplois qui sont soit maintenus, soit créés sur le territoire. Alors, comment l'expliquer? La première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment généralement le niveau de confiance dans l'économie française. Pour que des investisseurs étrangers aient envie de se projeter dans l'avenir, il faut qu'il y ait cet élément de confiance qui soit présent. Il y a également un élément important qui est celui de la qualité de la main-d'œuvre française, dont on sait qu'elle est chère par ailleurs, mais il faut bien qu'il y ait une contrepartie. C'est sur le fait qu'elle est évidemment au niveau, et cela, quels que soient les secteurs, que ce soit les services ou que ce soit l'industrie. Et puis, dernière chose qui, à mon avis, et qu'on ne cite pas beaucoup, mais qui évidemment vient peser dans la balance, c'est le fait que la France est le premier pays de l'OCDE, toujours, en termes de financement public, et également en matière de politique sur la recherche et le développement. Et dans le cadre de décisions d'investissement un peu structurantes, évidemment, c'est pris en compte par les investisseurs étrangers. Alors rentrons dans le concret. Je suis une entreprise étrangère, je veux m'installer en France. Comment dois-je m'y prendre ?
Alors, je dirais, il y a déjà une première question à se poser, c'est est-ce que c'est une opération qui se crée de toutes pièces, ou là, vous créez votre société en France et vous faites venir après les personnes que vous aviez soit dans le pays source, soit vous êtes évidemment avec des salariés français. Ça, c'est la situation la plus classique, mais parler d'investissements étrangers en France, c'est également parler des investissements qui ont lieu dans les secteurs sensibles. Là, on est sur une toute autre logique, mais que je ne peux pas passer sous silence, évidemment, sur lesquels, quand on a besoin d'accompagner les clients, c'est un accompagnement très structurant, pour le coup. Vous le savez, le principe, c'est la liberté, bien sûr, entre les pays étrangers, la liberté financière entre les pays étrangers et la France, mais, il y a quand même un mais, il y a des secteurs dits sensibles, et dans ces cas-là, c'est une procédure toute particulière qui est traitée directement par le ministère de l'Économie et des Finances, avec la cellule dédiée à la Direction générale du Trésor. De ma pratique, c'est une cellule qui est particulièrement efficace et réactive. Et là, vous avez une analyse très précise en fonction des critères qui sont mis en place par le Code monétaire et financier pour déterminer si c'est une opération qui tombe dans le champ de la procédure d'autorisation. Pour terminer, est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? Ah oui, il y a des pièges à éviter. D'abord, sans que ça soit un piège, dans la situation la plus simple, celle où vous avez des entrepreneurs étrangers qui décident de monter un business en France, le plus difficile, contre toute attente, c'est l'ouverture du compte bancaire en France. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez toutes les procédures dites de KYC, de Know Your Customer, qui viennent resserrer très drastiquement les réglementations applicables pour l'entrée en relation avec de nouveaux clients pour les banques. Quand c'est dans l'Union européenne, c'est à peu près gérable. Dès que vous avez des investisseurs étrangers hors Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué et il faut à ce moment-là, de préférence, essayer d'orienter en fait les clients, soit auprès de leur banque qu'ils avaient, qui est une banque mondiale à ce moment-là, avec des succursales en France, des établissements en France qui peut faciliter les choses. Mais si ce n'est pas le cas, c'est à l'avocat également d'orienter vers des banques qui ont l'habitude de ce type d'investissement. Alors, elles ne font pas moins que les autres, mais disons que leur capacité de souplesse est peut-être plus importante et c'est très significatif. Donc, un point de vigilance important. Point de vigilance, oui, parce que tant que le compte bancaire n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas ouvrir la société. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, et ça, c'est très opérationnel comme conseil. Dernier point qui me paraît important, c'est véritablement d'avoir une vision à 360, c'est le rôle de l'avocat, parce que quand vous vous implantez, derrière, vous avez des problématiques, évidemment, droit social, fiscal, corporate, au sens large, comment vous structurez la société. Et donc, le meilleur conseil qu'on puisse donner à un investisseur étranger, c'est vraiment d'avoir un pilote global de son opération. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.